A las 3 de la mañana está este equipo sonando acá con la Diana, llamando pues a la gente a levantarse, a prepararse para la batalla de Carabobo. Donc là, on rentre dans une grande période en France, ce qui s'appelle les élections présidentielles. Et d'ailleurs, demain, il y a le premier tour. Parce que voilà, on se tape la droite depuis maintenant un bon nombre d'années. C'est vrai qu'on aimerait bien quand même lui faire ses bagages. Je vous invite à une retransmission du meeting de Mélenchon. Hacia donde las piedras no quiero echar mis piedras trémulas. Sur le territoire de Manu. Hoy sábado 6 de octubre. Pero lo importante, bueno, es la participación al voto en horas de mañana. Toda nuestra militancia debe de votar antes de las 10 de la mañana.
Bueno, aquí yo llegué cuando tenía 7 años, en el 57. Cuando el gobierno de Pérez Jiménez empezó a tumbar toda esta ranchería y a entregar los edificios, pues fueron haciendo edificios, tumbando ranchos y entregando edificios. Nosotros llegamos acá, eso en el año 57. Mi abuela, mi madre y yo. Quand mes grands-parents sont arrivés dans cette ville, à Ivry-sur-Seine, ils ont en fait eu la possibilité de construire un petit pavillon. Et donc en 1957, la ville a commencé à faire le choix d'exproprier donc ses habitants pour petit à petit construire cette cité. Mira, la parroquia donde estamos, que es la parroquia 23 de enero, fue construida entre el año 54 y el año 57 en plena dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Y fue bautizada como Unidad Residencial 2 de diciembre. 2 de diciembre en la fecha homenaje en que el dictador se hizo del poder, el 2 de diciembre del año 52. ¿Qué se construyó aquí? 42 edificios de cuatro pisos y 56 edificios grandes de 15 pisos para una población aproximada a los 60.000 habitantes. La cité Pierre et Marie Curie, elle a été construite elle a été livrée en 62 et en 63, la deuxième tranche en 63. Ça a été construit parce que c'était une volonté municipale de loger les habitants de cette ville, qui a accueilli beaucoup d'ouvriers mal logés, aussi beaucoup de populations immigrées et beaucoup de populations socialement avec des niveaux sociaux bas. ¿Cuándo comienza a llamarse 23 de enero? A la caída de la dictadura, la madrugada del 23 de enero del año 58 comienza a llamarse 23 de enero. Donc c'est la plus grosse cité aujourd'hui de la ville, c'est la plus importante, la plus dense en termes de logement et de population. Mira, el 23 de enero siempre ha sido revolucionario. Siempre, siempre. Siempre ha sido una parroquia de militantes, ¿verdad? Desde Pérez Jiménez se descolló como una parroquia de resistencia. Es en el 23 de enero donde se gestan, donde se va dando esa irreverencia, esa rebeldía como venezolanos que ya va al conjunto del pueblo. Et donc en les années 71-72, moi je décide de prendre ma carte au mouvement Jeunes Communistes. Et pour la petite histoire, là voilà. Et donc là, je commence à m'organiser dans la vie politique et sur ce terrain de cette cité, je rencontre une centaine de jeunes qui, comme moi, ont fait le choix d'être jeunes communistes. Tous pensaient que le parti, oui. Moi, mon papa, tout après, mon papa allait rue Gabriel Péry chercher le travailleur. Et oui. Mon papa faisait du fort d'Ivry à pied jusqu'à la porte d'Ivry en criant le travailleur, l'humanité. C'est qu'en fait, dans la cité Pierre et Marie Curie, la seule organisation politique qu'il y a eu, bon, il y a eu un peu le Parti Socialiste, mais quand je dis les seuls militants communistes en masse qu'il y a eu dans la cité Pierre et Marie Curie, c'était les communistes. Ivry-sur-Seine est une cité industrielle de plus de 40 000 habitants. Depuis 1925, dans cette belle mairie, siège le conseil municipal communiste.
Il y en a 4, donc on en met une à l'extérieur aussi. La democracia que surge después de la dictadura es la democracia de lo que nosotros llamamos el puntofismo, ¿no? ¿Y qué es el puntofismo? El puntofismo es un acuerdo que llega, Acción Democrática, a través de su figura de Rómulo Betancourt, y el partido COPEI, que es un partido social cristiano, a través de la figura de Rafael Caldera. Se reúnen en una quinta llamada Punto Fijo. Esa quinta creo que pertenecía al señor Rafael Caldera, y allí esos señores se reúnen y establecen unos puntos definitivos para ir desarrollando lo que para ellos consideraban que era la democracia. Por ejemplo, bueno, la democracia en Venezuela tenía que ser representativa. Había que execrar al Partido Comunista y a los movimientos de izquierda de la época. Betancourt desata toda aquella represión contra el movimiento de izquierda que había salido muy fortalecido a la caída de Pérez Jiménez, que era el Partido Comunista, y luego la gente que se divide de Acción Democrática, que es la gente que dio la pelea realmente cuando la dictadura de Pérez Jiménez, porque los líderes que se llamaban fundamentales estaban fuera del país. Avant, par exemple, la cité, elle était organisée en 5 cellules. Donc en fait, on était organisé en 5 endroits dans la cité. Donc en fait, les communistes étaient quand même forts, quoi, et nombreux et surtout voyants, quoi. Ah ben, il y a longtemps, on militait pour les ouvriers. Hein. Ah oui, ben voilà. Moi-même, j'allais chercher les journaux aux douches, là. Ah oui. Au bain-douche, j'allais chercher les journaux, puis après les gens les distribuaient. Mais c'était dans nous, hein. Il y avait la fête de quartier, il y avait l'Assemblée populaire, et puis il y avait plein de choses tout au long de l'année qui étaient organisées, quoi, dans la cité. Donc, par exemple, pour les gens, ouais, ça faisait partie du cadre de vie, quoi, d'avoir les communistes dans la cité. On était au parti, tout s'enchaînait. Les colonies, le sport, il n'y avait pas de piscine à l'époque, hein, mais tout s'enchaînait, vous voyez, c'était normal. Ah oui, mais c'était instinctif. Voilà. On le faisait par conviction. Ça, c'était vraiment... c'était comme ça, quoi. On sentait que les gens vivaient modestement, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de sentiment de misère ou de ce qu'on pourrait qualifier comme la sorte. C'est pas du tout l'idée que j'en avais. Et avec des grosses solidarités. Il n'y avait pas une seule expulsion dans la cité, il n'y avait pas une seule saisie de courant, il n'y avait pas une seule saisie de meubles ou quoi que ce soit. Il y avait, voilà, si on savait qu'il y avait une saisie, il y avait tout de suite les gens de la cellule, donc du Parti communiste, hein, mais il y avait aussi les voisins qui se mobilisaient, il y avait la CNL, hein, et c'est vrai qu'on ne laissait pas partir les huissiers avec les meubles, quoi. S'il y avait un problème, il y avait la sirène. Tout le monde partait à la mairie. Oui, et quand il y avait quelque chose, tout le monde était d'accord. Oui. Ça, tout le monde, c'était qu'un bloc. Hein.
recuerda que en los tiempos de la Cuarta República había un Estado muy represivo. Un Estado, por ponerte una franela del Che Guevara, te perseguían. Por pintar un mural del Che Guevara o de Jesucristo aquí en el 23 de enero, te metían a la cárcel. Por disertir del gobierno, de los gobiernos de la Cuarta República, a de cocopellanos, te metían a la cárcel. No se hablaba porque era prohibido hablar de política, mijo. Hablaba de política, hablaba del gobierno, y que hablaba del gobierno iba preso. Hablaban era puro de bancos, de banqueros y cosas. Y además a nosotros no nos tomaban en cuenta, ¿qué íbamos a hablar nosotros? Recuerdo cuando apenas eran unos niños, unos adolescentes, estábamos hablando aquí en la esquina del barrio, conversando y eso, y llegaba la Guardia Nacional, la policía, y nos caía palos sin preguntar, sin pedirnos la cédula, sin hablar, sin mediar nada, y nos caía palos. ¿Usted se acuerda una vez que, bueno, en ese tiempo yo no cobraba la pensión, en ese tiempo los viejitos fueron a protestar? Fueron a protestar a Miraflores, y tú sabes lo que hizo el gobierno en ese tiempo, estaba mandando de Coldiplán, era Teodoro Pecó. Bueno, agua con ese poco viejito, perdón, viejita y viejito protestando porque no le habían pagado las pensiones. A los que estaban contra ese sistema eran perseguidos. Aquí murieron muchos líderes murieron. Aquí murieron muchos líderes perseguidos por eso. ¿Cuánto desapareció no tuvo los gobiernos de la Cuarta República? Entre Cooperación y Acción Democrática, un montón de desaparecidos. Mire, aquí al sindicalismo, que quería ser un buen sindicalismo, era perseguido por las bandas armadas de Acción Democrática. Cabilla, piedra, y esas bromas le tiraban a la manifestación. Eso es lo que nosotros no queremos ahorita. Bueno, por nuestra familia, por lo menos ya yo viví bastante. ¿Otra vez? El proceso electoral, ya estamos votando los miembros de la mesa, una vez que culminemos, vamos a empezar a pasar los electores, ¿ok? Entonces esperen que ya estamos casi listos. Gracias. C'est ça qu'il me faut. Voilà. Menzer Ahmed. Ouais, c'est bon. À voter. Premier tour. Donc il y a eu la crise de l'industrie dans les années 70, à partir de 74, pas mal de fermetures d'usines, pas mal de pertes d'emplois. Et cette crise s'est ressentie également sur cette cité. La moitié des années 70, c'est le moment où se met en place, en France comme dans le monde de façon générale, ce qu'on a appelé les politiques néolibérales. C'est-à-dire qu'au fond, une espèce de mutation, en quelque sorte, d'un mode de gestion de la domination capitaliste dans le monde, en France en particulier. La levée des droits de douane et la mondialisation, comme on dit, c'est-à-dire la libre circulation des marchandises dans le monde, etc., ça va entraîner des mouvements de délocalisation, etc., la destruction de ce qui faisait les bastions du monde ouvrier français qui vont s'effondrer.
d'un seul coup, avec la fermeture de ces entreprises, ces travailleurs qui avaient du lien social vont se retrouver chômeurs et donc finalement vont avoir un certain repliement sur eux-mêmes. Et donc le tissu social et la vie politique et la vie sociale de la cité va en prendre un coup. Début 80, un taux de chômage important, des problèmes de toxicomanie, des problèmes de délinquance, mais aussi des problèmes de précarisation des familles. C'est accentué ici. Voilà. On peut dire qu'il y a une espèce de basculement que j'indiquais tout à l'heure à propos d'un cycle de lutte ouvrière très, très puissante en France, de 65 jusqu'à 75, grosso modo, enfin la moitié des années 70, qui se retourne dans la deuxième moitié des années 70 pour aboutir à la situation d'aujourd'hui où je crois que, bon, c'est vrai qu'il y a une espèce de, comment dire, je ne dis pas qu'il n'y a plus de lutte ouvrière, il y en a toujours d'ailleurs, mais c'est tendanciellement ce qu'on voit aujourd'hui, des luttes dos au mur pour sauver son emploi, c'est pas des luttes offensives pour augmenter son salaire, quoi. Ça n'existe plus, ça c'est quasiment disparu. Donc on a un cycle voilà, qui s'est inversé complètement. Página 25, mesa 6. Los últimos dígitos en ese de 1400. 6.451. Mesa 3. Gracias. 296. 11. Los gobiernos anteriores no documentaban a las personas, a la gente pobre, a la gente de los barrios. No le daba documento, acreditación. En mi caso, yo vine a tener por primera vez una acreditación a los 15 años. Así pasaba con millones y millones de personas. La falta de un carnet de identificación ya los imposibilitaba de ir a las urnas electorales. ¿Quiénes tenían los carnets de identificación? Los militantes duros, rudos de Acción Democrática y los de COPEI, los que estaban identificados claramente con ellos. Este periodo ganaba COPEI y después ganaba Acción Democrática. Y ellos le hacían entender al pueblo que ellos eran antagonistas, ¿no? Eso es mentira. Yo simplemente, hoy mandas tú, mandando yo. En mi gobierno, por ejemplo, entonces yo tengo un ministro tuyo, ¿ves? Y entonces en el gobierno mío, entonces yo te cedo tantos ministros, tantos ministerios, tal, y así se intercambiar las cosas toda la vida, ¿ves? Y entonces el de abajo seguía igualito. Aquí lo único que uno sabía que cuando ya iban a venir las votaciones, uno podía ir y podía obligar al gobierno que te ayudara para montar un rancho, para montar una casa y te daban nada más. A ti era el zinc, cartón piedra y madera, para que levantara un rancho donde tú quisieras, pero eso sí, vota por mí. Si no votas por mí, no hay. Pero la mayoría nos hemos dado cuenta de que fue un engaño, de que nunca tuvieron que ver con nosotros. Nosotros fuimos una palanca, una plataforma para que ellos se montaran en el poder y entonces después que se montaban se olvidaban de todos nosotros. Eso fue la Cuarta República. En 81, en France, voilà, l'union de la gauche, PC-PS arrive au pouvoir. Mais bon, la suite est beaucoup moins rutilante. C'est le dernier grand moment, en quelque sorte, d'expression politique forte, en tout cas majoritaire, des classes populaires en France. On a un PS qui a fait en France sa mutation, c'est un parti essentiellement de gauche et qui se proclame, s'affirme de gauche, en tout cas en parole, et qui, dans les faits, pratiquement depuis 83, a mené en France une politique de droite, etc., qui a contribué très fortement à décrédibiliser en quelque sorte les gouvernements de gauche aux yeux de tout le monde, et des classes populaires en particulier, puisqu'ils se disent de toute façon ce soit eux ou les autres, c'est pareil. Et donc je crois qu'il y a pour une partie des gens un petit peu un désespoir qui se crée, c'est-à-dire que même si les luttes elles vont jusqu'au bout, eh bien finalement les luttes elles se perdent, et y compris au moment où précisément il y a un gouvernement de gauche au pouvoir. Ces socialistes français vont faire leur conversion sociale-libérale, voilà, ils vont s'aligner sur les sociaux-démocrates européens de façon générale, et voilà, virer à droite.
El paquete neoliberal impuesto a Venezuela en el año 89, donde se produce el Caracazo, lo aplica Carlos Andrés Pérez. Agarra los consejos del Fondo Monetario Internacional, que no era otra cosa que la reducción del Estado, echar un poco de gente afuera a la calle, el aumento de la gasolina y por ende el aumento de la gasolina, el aumento del pasaje, el aumento de los productos de primera necesidad, y eso aumenta el flete. Entonces los comerciantes empiezan a esconder toda la comida para sacarla con nuevos precios y hay escasez, el pueblo se desespera y finalmente pues el pueblo estalla. Y es donde se produce, en Guarena, Guatire, que cuando la gente fue a pagar su pasaje, resulta que el pasaje lo habían aumentado mucho y la gente pues empezó por protestar y quemar esos autobuses y se extiende todo, esa pólvora se riega para acá y aquí estalla pues en Caracas. Se utilizó nuestro ejército venezolano para castigar al pueblo que insurge. Es un castigo. ¿Y quiénes les ordenan? Por supuesto, los connotados dirigentes de la democracia que existía, en este caso AD, el señor Carlos Andrés Pérez y todo su séquito de aduladores. Aunque el gobierno en su momento reconoció 400 muertos, pues el pueblo dice que son más de 3.000, porque se abrieron fosas comunes y nunca se supo cuánta gente fue enterrada ahí, ¿no? Esa es la historia del Caracazo. La democracia que tanto ellos alaban, que era la más vieja o la única democracia que existía aquí en Sudamérica, es una gran mentira, una gran falacia, porque democracia no tenía nada. Ahí se demostró con el 27 de febrero que no era más que una dictadura de los ricos contra los pobres, una dictadura de los oligarcas, de la gran aristocracia venezolana, de esa gran burguesía parasitaria que se beneficiaba de los recursos naturales de nuestro país para agredir impunemente al venezolano de a pie, a la venezolana que vivía pues, en estos barrios, a ese sector proletario y de clase media que fue que sufrió los rigores del paquetazo neoliberal. Después de 40 años de ser gobernado por Acción Democrática y COPEI, el país tenía un 60% de pobreza, de la cual el 37% era pobreza crítica, ¿verdad? Un déficit habitacional muy grande, por lo menos 1.800.000 casas, desnutrición infantil que era muy alta, la deserción escolar que era muy alta, conseguir un cupo en las universidades era casi como imposible, te veía forzado pues, a pagar una universidad privada. Esto es como producto pues, final. Irrumpe Chávez, pues. Es el rompimiento ante todo eso, porque esos 40 años de democracia fueron 40 años de corrupción, 40 años de miseria, 40 años de un pueblo que había perdido su soberanía. Nosotros en el 99, después que gana Chávez, discutiblemente somos mayoría los del pueblo, ¿no? Y el pueblo entonces se plantea una constitución bien abierta, y por eso llamamos participativa, protagónica. Lo que ayudó mucho fue el tema de sentirse tomado en cuenta, de sentir que tú eras sujeto de ese proceso asambleario que se estaba llevando a cabo para construir la nueva constitución. No fue una constitución hecha en un bufete como antes, ¿no? La constitución del 61 fue hecha en un cenáculo donde el pueblo nunca participaba, el pueblo nunca fue llamado a hacer ninguna constitución.
el pueblo obedecía a una constitución que indiscutiblemente respondía a unos determinados intereses, ¿no? La constitución nuestra fue mucho más abierta. Yo creo que fue un momento muy emocionante, pues que es como refundar la República, es volver a nacer como país, es apostar a nuestra soberanía y a nuestra independencia. Eso nos va a hablar de nosotros, de la entrada de los nuevos tiempos, ¿entiendes? Un país que se hace su constitución, donde todos nos involucramos, donde en el barrio se hacían asambleas para discutir, para proponer, se llevaban propuestas para la Asamblea Nacional. O sea, eso fue el comienzo de esto, ¿no? Ser 1 por 10, te diré. 1 por 10. Nosotros que acompañamos este proceso, decimos que de una u otra manera, con todos los errores, con todas las fallas que uno pueda, ¿verdad?, criticar y que se debe criticar, se ha hecho un avance bien fuerte, ¿no? En cuanto a la salud, en cuanto a la educación, ya hay muchas facilidades para estudiar. No teníamos misiones, no teníamos beneficios, no teníamos nada. ¿Ves? La gente del Seguro Social tenía que ir peleando para que le pudieran dar el beneficio porque se lo debían y no le pagaban. Una miseria. ¿Ves? Y era una miseria que se ganaba. En cambio ahora tenemos las misiones, tenemos los aumentos, tenemos, bueno, muchos beneficios. Por ejemplo, las personas analfabetas han aprendido. Yo que no terminé mis estudios, los terminé ahorita, ¿verdad? Ahí está, mire, de medicina, mire. Ahí está. Ahí, eso que está ahí, ahí hay otro módulo, allá está otro módulo, allá está otro módulo. Anteriormente tú no conseguías nada de eso. No lo conseguías, por ninguna parte. Tenías que al médico que te quitara 50 por 100 murió, ¿cierto? Le fue una consulta. Eso era. Por eso es que Chávez tiene esas elecciones ganadas. Para mí están ganadas. Ça fait 15 ans qu'ils ont le pouvoir à la droite, il y en a marre. Ça fait 15 ans qu'ils s'en foutent plein les poches. Alors que les Français ils crèvent la dalle, il y a 11 millions de pauvres en France. Moi, c'est pas compliqué. Moi, mon fils, il est né dans le chômage. Il a grandi dans le chômage. Le chômage, ça fait peur, surtout pour nos enfants plus tard. On voit qu'il n'y a plus de boulot et... La vie est de plus en plus chère, les loyers, l'EDF, enfin tout augmente, quoi, sauf nos salaires. On sait qu'il y a des enfants qui ne mangent pas tous les jours, alors on le sait. On n'est pas fous. Hein. Moi, je connais quelques retraités qui n'arrivent même pas à bouffer, quoi. Et ils vont même pas au resto du cœur, non, d'ailleurs. parce qu'ils ont honte, les retraités ont honte d'y aller. Voilà, donc donc ils préfèrent pas bouffer, ils préfèrent rien dire. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, on a honte de dire qu'on est pauvre, quoi. Ou on a honte de dire on ne peut pas acheter une paire de pompes à notre gosse. On a honte de dire, je sais pas, ça fait 3 semaines que j'ai pas acheté de viande. Donc à un moment donné, les gens ils se renferment sur eux-mêmes. Et puis des solutions, en vérité, il n'y en a pas. Pour les gens, il n'y en a pas. Les gens, ils ne croient plus en rien. Ils n'y croient plus. Ils disent pourquoi se battre? Puisque de toute façon, on n'aura rien. Je vote. J'ai jamais manqué de voter, alors je vote, mais ça, je ne sais pas ce que je vais faire. Pour la première fois de ma vie, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ah, on a tous voté. Toujours, moi j'ai toujours voté. Oui. Toujours. Puis à l'époque, nos parents étaient fiers. Ah oui. Oh là là. Moi, je sais que la première fois que j'ai été voté, mon père était avec moi. Il disait, ma fille vote. Cette fois-là... cette fois-ci, oui. Cette fois-ci... Non, pas du tout, moi aussi, je voulais même pas. Si Josiane m'a dit, non, tu viens voter. Hein. J'y vais parce que mon mari va m'obliger d'y aller, parce que j'avais décidé de ne pas y aller, moi.
Parce que toutes les luttes d'enfants qui ont été faites, c'est comme si on n'avait rien fait sur le rapport. Si nos parents, nos grands-parents revenaient, ils seraient peut-être pas contents de voir la France dans l'état qu'elle est. Et puis nous, tout ce qu'on a fait, puis là, d'un seul coup, dire... Depuis les années 80, à peu près, vous avez une montée de l'abstention électorale parmi les classes populaires. C'est le phénomène le plus fort. Hein. On passe de 13% à peu près à la fin des années 70 à 40%, voire dans certains endroits 50, 60% d'abstention aux élections parmi les classes populaires. Donc le premier parti en fait ouvrier, s'il faut le dire comme ça, c'est l'abstention et la non-inscription sur les listes électorales. Je pense que si on a du mal à choisir pour qui voter, c'est aussi qu'on se dit qu'ils ne sont pas si différents les uns des autres. Quoi. Finalement, il y a des partis, mais ça reste des hommes politiques. Quoi. Donc, ils ont une carrière, ils ont leurs objectifs à eux qui passent avant les nôtres en fait. Bon, j'ai envie de me dire que si, ça va peut-être changer, ça changera peut-être un peu, mais pas radicalement. Et or, c'est ce qu'il faudrait. Quoi. Toi, Estelle? Moi Bah moi je suis tout à fait d'accord avec elle. Moi personnellement non, je vais pas les voter. Antes la gente decía, mira, ¿para qué vamos a votar? Si gana fulano, nosotros no nos vamos a beneficiar en nada. ¿Ves? Entonces, por eso es que hay una abstención grande. ¿Ves? Ahorita tú vas a ver que la abstención va a ser muy poca. La gente va a votar. ¿Ves? Perdón, yo tengo aquí 32 años en el país y verdaderamente nunca me interesé como por nacionalizarme para votar por nadie. Todo para mí era X. Y ahorita, desde que conocí a nuestro presidente de ahora, sinceramente, soy una de las primeras que madrugo a votar porque verdaderamente el cambio es radical, eso fue instantáneo. En 14 años nos hemos visto con un pueblo interesado en la política venezolana y eso es parte de esa misma participación que la revolución bolivariana a través del comandante Chávez le ha venido dando al pueblo, ¿okay? Gobernar junto con él. Virtuellement, les classes populaires ont, avec ce jeu démocratique tel qu'il s'énonce, tel qu'il est dans une certaine mesure, les moyens de renverser finalement le cours de cette société capitaliste néolibérale. Virtuellement, c'est possible. Voilà, ce serait faisable, il suffirait qu'ils votent bien. Bon, donc c'est évidemment un enjeu tout à fait essentiel que d'arriver à faire qu'ils se désintéressent de la politique. Bon. C'est pas trop difficile à faire, et qu'ils restent profondément divisés entre eux. Ah, la campagne présidentielle ? Ouais. C'est pas une chose qui m'intéresse plus que ça. Non. J'ai jamais tellement voté dans ma vie. Jamais beaucoup voté ? Non, je suis même pas inscrit à liste électorale. On n'a pas non plus des représentants, à part peut-être Mélenchon qui représente un peu plus le peuple, mais les autres carrément pas. Quand on ne sent pas proche d'eux, il n'y a aucun attrait vers les politiciens à l'heure actuelle. Honnêtement, on attend les élections, mais tout le monde dit que c'est déjà joué, quoi. Entre Hollande ou entre Sarkozy, voilà. Donc, ils nous enferment dans deux partis, alors qu'il y a d'autres qui proposent des choses aussi intéressantes et qui ne sont pas médiatisées, qui sont moins médiatisées, qui sont beaucoup moins médiatisées. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont leur petite combine pour faire passer le moins pire pour ceux pour les grands chefs, les grands gouvernants et les autres, on s'en fout, quoi. Toda la vida han ganado con embuste, un embuste, ofreciendo que nada, nunca han dado lo que han ofrecido de nada. ¿Y cómo van a ganar? Que ya el pueblo ahora tiene la vida, tiene los ojos abiertos. Y ya sabes, aquí no hay letras que la mayoría no sabíamos leer ni escribir. Ahora todo el mundo sabe leer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No valía la pena votar. Ahora sí, en ese tiempo se supone que había oposición. Aquí no había ninguna oposición. Le hacían creerle al pueblo que había oposición. Entre ellos mismos, entre Copey y Acción Democrática, se despachaba y se dan el huerto. Ahora sí hay una oposición aquí en Venezuela. Esa sí es una oposición.
una de las cosas que le ha legado el proceso revolucionario a este país es esa conciencia política de estar a la calle. Sea apoyes al proceso bolivariano o apoyes o estés en contra de él, pero están en la calle. Es una muestra de esa amplitud democrática que existe aquí. Mantener la democracia, compañeros. Tenemos que votar para demostrar que sí somos demócratas aquí en Venezuela. A usted. Docteur Sarkozy. C'est pour battre Sarkozy, déjà, c'est déjà beaucoup. Hein. Ah, il faut un changement. Il faut un changement, ça. puisqu'en fait, on le sait Oui. parfaitement que depuis quelques années, on a une certaine oligarchie au niveau en haut. C'est la monarchie. C'est la monarchie. On dirait, en effet, c'est-à-dire la République française, mais on dirait que nous sommes dans une monarchie. Oui, alors donc, c'est eux qui tiennent le pouvoir. Les classes populaires réussissent de moins en moins à se faire entendre. Elles sont de plus en plus inaudibles. Elles ont de moins en moins de porte-parole. Quand elles ont des porte-paroles, ces représentants parlent une autre langue que la leur et s'intéressent à d'autres problèmes que les leurs. Bon. Et elles ne réussissent plus à construire, si l'on peut dire, leurs propres représentants, leur propre lieu aussi de représentation. Todo el mundo está mosca y el pueblo mismo se está cuidando y el pueblo mismo está cuidando la ley, está cuidando la purga. ¿Entiendes? ¿Cuál es el sujeto histórico de hoy? El sujeto del barrio, el sujeto del campo, el indígena, los estudiantes en sus aulas, los obreros en su fábrica, que están dando una muestra de voluntad de cambio. Este afiche tiene que estar en el balcón de mi casa. ¿Por qué? Porque es en mi casa. Y yo, este señor, yo lo admiro como presidente y como persona. Je pense que l'enjeu de creuser les clivages au sein des classes populaires, c'est un enjeu qui est évidemment totalement stratégique, il est politiquement stratégique et il est aussi socialement, au niveau des luttes sociales, tout à fait stratégique. Je pense que c'est un enjeu évidemment crucial. Moi, la confiance, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Moi, j'ai déjà fait mon choix au niveau du candidat, mais la confiance, elle n'y est pas. Quand vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une élection, on vous gave de belles paroles. On va faire ceci, on va faire cela. Du moment qu'ils ont le pouvoir, qu'ils sont à la tête, ils ne font rien du tout. On le sait. En estas elecciones tenía que votar, fuera como fuera, defendiendo por el voto, gracias a Dios que fue por el voto, este proceso que lo sueño, uno con todas las debilidades que tiene, uno dice, lo sueño grande, lo sueño bonito, porque es propio, es nuestro. Estamos hablando de un socialismo bolivariano, estamos hablando de un socialismo de la participación real, un socialismo donde no sea un partido el que indique los caminos a seguir, sino es la participación de un pueblo. Y por eso es que nosotros reivindicamos los conceptos de poder popular. Chávez, ese es el gallo, ese no pierde. No pierde. Algo muy interesante, inédito, increíble. 19 millones de personas habilitadas para votar. De esas 19 millones de personas, esperamos que más del 80% esté en la calle o participe definitivamente en estas elecciones tan importantes e históricas para mi país. Porque de ella depende la continuidad del proceso bolivariano o el retraso hacia el peor oscurantismo que podamos haber vivido en Venezuela, inclusive peor que los 40 años de gobierno de derecha del pacto puntufijista.
poissons, les grands ils mangent les petits. C'est comme ça, hein. Les grands ils mangent les petits. Avec Mélenchon et le Front de gauche, hein, je pense qu'il y a un vrai espoir. Hein. Parce que je pense qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas un candidat qui nous cause. Voilà. On comprend tout ce qu'il dit. Et c'est vraiment un mec qui veut changer les choses avec la base, quoi, avec les gens. Il ne faut jamais oublier que le socle de l'identité républicaine de la patrie est dans la Méditerranée et que par conséquent, nous continuons à refuser absolument l'idée morbide et paranoïaque du choc des civilisations. Nous ne sommes pas l'addition de colères confuses, parce que nous savons exactement où nous allons, nous savons comment nous y prendre, et nous sommes en train de faire la démonstration devant vous de ce que nous sommes capables de rassembler comme puissance qui demain va prendre ce pays en main, non pas par le haut, par je ne sais quel tribun, par je ne sais quel César, par je ne sais quel président roi de tout, mais par le peuple lui-même. Enfin, ce qui est sûr, c'est que vraiment, j'espère de tout cœur qu'il soit devant le Front National. Il a été le seul à mener le combat antiraciste dans ce pays. Or, il y a matière à s'en inquiéter, à mon avis, sérieusement, à la fois parce qu'en France, ça monte, mais seulement, c'est plus inquiétant que ça, dans la mesure où c'est pas seulement français. C'est dans cette Europe soumise aux politiques néolibérales, une des conséquences, de fait, apparemment généralisable, c'est-à-dire que l'expérimentation est généralisable dans les autres pays, c'est la montée d'une extrême droite, la montée qui semble inexorable, quoi. Enfin, le Front National, il fait tellement de mal qu'on a vraiment envie de le voir un peu chuter, quoi. Et y compris, il fait beaucoup de mal dans nos quartiers populaires, hein, parce qu'il monte les gens les uns contre les autres, parce que Pierre et Marie Curie, malheureusement, ils font un bon score, quoi. Mais comme partout, d'ailleurs. Hein. Donc, on sait bien que le Front National, c'est surtout pas la solution pour nos quartiers, quoi. Les Français doivent savoir qu'il est entré en France pendant 35 ans 15 millions d'étrangers qui s'y sont installés, donnant à la majorité d'entre nous chaque jour un peu plus le sentiment d'être un étranger chez soi. Le FN joue à fond la caisse sur ces divisions internes au monde ouvrier qui sont un produit capitaliste. Alors le FN se garde bien de s'en prendre aux causes, ou Sarkozy. Bien sûr, ils sont, comment dire, c'est les pompiers pyromanes, quoi. Bon, ils vont après s'apitoyer sur cette France, la détresse de cette France, machin. Enfin, bon, ils sont des gens qui la produisent, et ils le savent très bien, ils le produisent délibérément, consciemment. Bon, et après, voilà, ils viennent souffler sur les braises qu'ils ont allumées. Ouais, voilà. Ouais, attends, je vais regarder. Queremos agradecer al Plan República, sin cuyo esfuerzo esta jornada hermosa y exitosa no hubiese sido posible. Queremos también decirles a todos y todas que ya al fin de esta jornada electoral debemos recordar que las mesas de votación permanecen abiertas mientras hayan electores en la cola.
je ne sais pas. Tu l'as déjà fait, toi? Déjà fait il y a longtemps. Mélenchon. Le Pen. Hollande. Sarkozy. Chávez, Capriles, Chávez, Hollande. Mélenchon. Le Pen. Le Pen. Sarkozy. Capriles, Chávez, 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 Le Pen. Mélenchon. Le Pen. Mélenchon. Le Pen. Le Pen. Chávez, Capriles, Chávez, Chávez, Chávez. Le Pen. Le total Mélenchon et toute la gauche, ça fait que 44%. Et Le Pen et UMP, déjà plus de 45%. Putain. 19 Le Pen. Ouais. Et nous, on serait à 11. 6. Cool. C'est pas mal, mais. Mais c'est pas possible. Ouais. Eh ben, on va écouter ce soir posément, mais ça rend triste, hein. Vous rentrez? Zou? Ah bah, il faut avoir peur des 20% de Marine Le Pen. Je suis bien d'accord, c'est bien le résultat de ce scrutin. Parce qu'avec avec ce résultat, ce Front National édulcoré, eh bien, on arrive à avoir la montée de l'extrême droite dans notre pays. Ça, c'est incompréhensible. Bon, on va continuer à se battre. C'est dur, très dur. À la fois c'est c'est explicable, c'est difficilement compréhensible. Ça fait des années que je dis que la gauche elle prend pas assez à hauteur de bras, y compris le Parti communiste, hein, à hauteur des exigences et de l'enjeu, la question du racisme et du Front National. Donc voilà, là, on a la démonstration que les choses elles se structurent et qu'elles étaient déjà structurées, elles se sont libérées maintenant. Donc il faut taper plus fort là-dessus. Voilà, nos sociétés sont structurées là-dessus, donc il faut taper là-dessus.
Malheureusement, ce que nous avons tous à l'esprit, c'est la progression du Front National, du Front de la haine, qui récupère tous les bénéfices de cette chasse honteuse de Sarkozy sur les terres de la famille Le Pen, avec les relents racistes et xénophobes que nous leur connaissons. Je le dis avec sévérité, la droite, le président de la République porte une responsabilité monstrueuse dans cette avancée du FN, et je regrette, je le dis aussi, que toutes les forces démocratiques n'aient pas jugé, comme le Front de gauche l'a fait, de faire du recul de Le Pen un axe prioritaire de cette campagne électorale. Muy buenas noches. Queremos destacar una vez más el comportamiento cívico y democrático del pueblo todo de Venezuela. Con el 90% de transmisión para un 80.94% de participación. Participaciones que hemos tenido en las últimas décadas. Une fois encore, le Front National atteint des scores bien trop importants. Ces dernières semaines, nous nous sommes sentis bien seuls pour relever le défi de l'extrême droite, pour aller les combattre pied à pied. Et cela dit, nous n'avons pas flanché, nous n'avons pas lâché. C'est un premier scrutin d'ampleur nationale. En tant que Front de gauche, on passe la barre des 10. C'est quand même un événement en tant que tel. On est en train de construire petit à petit une force politique qui peut permettre de faire bouger les choses dans ce pays. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. Et pourquoi on se bat? Notre idéal est bien jusqu'à rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. 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 Walou. On lâche rien. Walou. On lâche rien. On lâche rien. En la ciudad de Caracas, a los 7 días del mes de octubre del 2012, procede a emitir el boletín parcial con el resultado de la totalización de las actas de escrutinio automatizadas. A saber, el candidato Hugo Rafael Chávez Frías, con el 54.42% de los votos. Ya la democracia no es que otro me represente, o otro piense por mí, o otro diga lo que yo quiero decir y me utilice como títere. No,
Ya la democracia es que yo también quiero participar, yo también quiero hablar, yo también tengo voz. Il doit exister pour que la démocratie existe véritablement, une démocratie sociale. Des gens qui participent, qui soient intégrés socialement, qui participent socialement et électoralement. Et là, je vous l'ai dit, il y a une montée de l'abstention, mais l'abstention sous toutes ses formes, qui contrevient encore une fois à la démocratie. Et donc oui, la démocratie à l'heure actuelle est complètement fragilisée. On n'a pas besoin en fait de Marine Le Pen et du Front National. C'est beaucoup déjà, mais il y a d'autres phénomènes qui montrent que c'est beaucoup plus fragile que ça. ¿Qué nos queda? Mira, la democracia representativa no sirve para nada. Le sirve al rico, pero no le sirve al pobre. En la democracia representativa, el pobre apenas sirve para votar, ¿me entiendes? El pobre no se llama para nada, no es protagonista de nada. Solamente cada 5 años se llama a votar y ya está, ¿ves? Lo demás se lo deja a los políticos, al representante. ¿Ves? Ahora no, ahora vimos una democracia participativa y protagónica.